I will invite our today's guest speaker, Mr. Guy Girard. Guy Girard. This time I will speak in right way. Last time I could not. And I have his introduction. I would like to welcome a very special speaker who will speak on finding happiness in the face of diversity. Mr. Girard is referred to as Monsieur Bonnard, Mr. Happiness. He has volunteered as a humanitarian clown with Dr. Patch Adams to spread joy in hospitals and orphanages in Russia, Latin America, India, etc. He is also an author, a laughter yoga instructor, and a happiness coach. In this brief talk, he will encourage you that despite your challenges, it is possible to increase joy and happiness in your life as well as in the world. He has recently published his memoir, Courage to Love, From Abuse to Happiness in English, French, and Spanish. Please extend a friendly hand to Mr. Happiness, Mr. Girard. Thank you, everyone. What an honor and a pleasure to be here today. Let's see if I can work this mic around. Et voilà. It's tellement un plaisir, it's such an honor to be here with you today. De partager un peu d'espoir, beaucoup d'espoir, beaucoup de bonheur à travers mon histoire, où je suis devenu donc clown humanitaire avec le docteur Patch Adams. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le docteur Patch Adams? Okay, so many of you do know about Dr. Patch Adams. Donc, Dr. Patch Adams, c'est un Américain qui a amené le clown dans les hôpitaux aux États-Unis, s'est battu pour ça dans les années 60, 70, et il y a un film qui a été fait sur sa vie avec l'acteur Robin Williams. C'est triste que l'acteur Robin Williams est décédé, mais le docteur Adams est encore bien vivant aujourd'hui et continue ses missions humanitaires. Donc, je vais vous parler un petit peu de comment je me suis retrouvé à devenir clown humanitaire avec lui. Donc, c'est vrai, comme Mira le suggérait, que je viens de publier mon autobiographie où je raconte un peu les aventures à travers lesquelles j'ai traversé. Me voici quand j'étais 2 ans. À Sainte-Rosalie, les grandes fêtes de famille, les mononcles, les matantes, les grands-mamans, les grands-papas, et au beau milieu, le beau petit garçon avec un grand sourire. Donc, je suis venu au monde, comme plusieurs d'entre vous, avec le sourire et l'amour dans le cœur, émerveillé par l'univers. Mais pourtant, quelques années plus tard, le sourire était disparu. Je ne savais pas pourquoi le sourire était disparu, mais je n'arrivais plus à communiquer avec les gens. À l'école, j'étais toujours mis de côté, je n'étais jamais choisi dans les équipes pour jouer, par exemple. Et puis, je me retrouvais toujours seul dans la cour de récréation, à jouer par moi-même, parce que je n'arrivais pas à créer des liens. Il y avait quelque chose par rapport à créer des liens qui étaient brisés en moi. Ce n'était pas possible. Et puis, un jour, un changement est arrivé dans ma vie parce que je me cachais. Donc, je me cachais dans la petite librairie, dans la petite bibliothèque de l'école. Il y avait des livres, mais il y avait des disques. Et un des disques qu'il y avait, c'était celui de Félix Leclerc. Est-ce que vous connaissez Félix Leclerc? Certains d'entre vous. Il y a une chanson qui s'appelle Bonheur. Est-ce que vous la connaissez? Comment s'appelle cette chanson-là? Le petit bonheur. Elle est pour happiness.
Et moi, j'étais là, assis, en train de lire Tintin et Pepsi, mes petits amis, les amis que j'avais à l'école. Et puis, soudainement, j'ai senti comme des yeux qui me regardaient. J'avais comme un frisson dans le dos. Et en me retournant, c'est cette pochette de disque-là que j'ai vue. Et dans mon cœur, il y avait une chaleur qui est venue. C'était la première fois que je sentais que quelqu'un me regardait avec amour. Félix était là comme pour moi. Alors j'ai pris l'album, je l'ai caché sous ma veste. Ben, je l'ai emprunté, bien entendu, légalement. Mais après, je l'ai caché sous ma veste et puis je suis allé jusqu'à la maison. Et puis là, j'ai écouté. C'était une belle voix riche et profonde. Et puis dans une des chansons, justement, Le Petit Bonheur, il raconte comment tous les jours, quand il marche sur la rue, quand il voit des personnes qui s'en viennent de l'autre côté, ben lui, il change de rue. Parce qu'il n'est pas capable de rencontrer des gens, ça lui fait mal quelque part. Et moi, quand j'ai entendu ces paroles-là, je me suis dit, wow, c'est exactement ce que je ressens. C'est la première fois que je sentais que quelqu'un me comprenait. Et c'est là que j'ai découvert le pouvoir de la musique, le pouvoir de l'écriture. J'avais pas de voix, j'avais personne pour m'écouter, mais à travers la musique, j'avais réussi à trouver un lien avec les autres, avec mes sentiments. Alors j'ai commencé à écrire, et j'ai écrit, et j'ai écrit, et j'ai écrit. Donc, pendant 40 ans, 50 ans, j'ai tenu un journal. Est-ce qu'il y en a ici parmi vous qui tenaient un journal? Ouais, je vous le suggère. C'est tellement une exploration fantastique de retrouver ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Et donc, j'ai écrit, et dans ces journaux-là, je révélais ce que je ressentais. C'était nouveau pour moi, mais c'était secret. J'avais bien pouvoir les écrire, mais ce n'était pas quelque chose que je partageais autour de moi. Éventuellement, à l'école, je suis devenu un artiste. J'ai commencé à faire des peintures, des sculptures, des dessins. Au premier cours de peinture, le professeur nous demande, ben, je ne vous connais pas encore. Donc, j'aimerais que vous preniez votre pinceau et de la couleur et que vous commenciez à exprimer qui vous êtes. Personne ne me demandait qu'est-ce que je ressentais, qui j'étais. Alors, oui, j'ai compris. Merci. Et puis, moi, j'ai pris mon pinceau et j'ai pris la peinture noire. J'ai fait 3 lignes. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait. De semaine à semaine, en semaine, finalement, dans un cours de gravure sur bois, j'ai produit cette gravure-là. Je ne sais pas si vous pouvez lire, mais il y a un personnage qui est comme caché derrière un mur. Et est-ce que vous pouvez lire ce qui est écrit sur le mur? Ouais. Défense d'afficher. Défense d'afficher quoi? Défense d'afficher ses émotions. Défense d'afficher qui on est. Et justement, ça devenait mon symbole pour moi, que je me sentais comme emprisonné et jamais avoir besoin de pouvoir de dire ce que je ressens. La semaine dernière, j'étais à Belfast. Et à Belfast, je me suis retrouvé derrière des barreaux comme ça. Parce que Belfast, il y avait cette grande allée qui coupait une cicatrice énorme, qui coupait les catholiques des protestants. Et quand j'ai vu ça, je me suis reconnu 50 ans plus tôt. Je me dis, ouais, je comprends la douleur qu'ils ont vécue, ces gens-là. Et les grilles qui séparent encore Belfast en deux, je sens ce qu'ils peuvent sentir.
Et puis un jour, j'ai découvert la sculpture. Incroyable. Mettre la main dans la matière, dans la base. Je ne sais pas s'il y en a qui font soit qui font du tricot, ou qui font du travail avec du bois, ou qui font du travail manuel, mais il y a quelque chose de magique de travailler avec les mains, où on n'utilise plus notre mental. Et soudainement, mes émotions ont commencé à sortir. Je ne comprenais pas ce qui se passait, je suivais mon intuition. Et donc, j'ai commencé à faire une série de bustes qui mesurent à peu près 2-3 pieds chacun. Et ce que vous voyez, c'est 5 personnages. Et finalement, d'un personnage qui est complètement couché à terre, que son corps est comme déformé, qui n'est pas défini, et qui va tranquillement se relever. Et en se relevant, bien, finalement, il devient debout et fier. Donc, c'est un mouvement. Et tout ça, ça s'est fait inconscient. Je n'avais pas d'idée de ce que je faisais, mais c'était une pulsion en moi, un désir de créer quelque chose. Et j'ai appelé cette œuvre-là « Victoire ». Mais moi, je ne me sentais pas en victoire pourtant. Je me sentais comme le personnage qui est au milieu. Quand on est au milieu, quel chemin allez-vous? Vous allez d'un côté où tout est en train de tomber, ou de l'autre côté où tout se lève. Mais plusieurs années plus tard, j'ai constaté que finalement, ces personnages-là, bon, c'est des mâles, c'est des hommes, mais ils n'ont pas de bras. Ils n'ont pas de visage. Le visage est complètement plat. Ils n'ont pas de sexe non plus. Tout ce qui reste, c'est comme une force vitale de vie, mais qui ne peuvent pas opérer, qui ne peuvent pas parler, ne peuvent pas s'exprimer. Mais il y avait quand même le sentiment de victoire qui arrivait à travers. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'en les fabriquant, je faisais une petite maquette. Hein? Donc ça, c'est gros comme à peu près 10 pouces. Et l'argile, pour ceux qui l'ont déjà travaillé, il faut l'aimer, il faut la respecter. Et quand on le travaille, quand on l'oublie, ben, à un moment donné, elle refuse. Hein, parce qu'elle dit, bon, ben, j'ai commencé à sécher. Et cet accident-là est arrivé qu'en voulant changer la forme et la position, l'argile a craqué. Et ça, c'était exactement comment je me sentais intérieurement. Personne ne le savait. Peut-être que c'était un peu dans mon journal. Mais ça a été comme, la sculpture a été comme une première découverte d'exister à l'extérieur de moi, de commencer à m'exprimer. Finalement, j'ai gagné un concours pour une sculpture, une statue qui est dans un parc, qui est encore là aujourd'hui. Donc, si vous allez dans Côte-Saint-Luc, à Montréal, il y a un parc qui s'appelle le parc Rembrandt. Et dans le parc Rembrandt, j'ai fait ce personnage-là. C'est un peu peur, mais finalement, ce serait comme le 6e personnage. Parce qu'après Victoire, le 5e s'est relevé. Celui-ci, ben, il y a les jambes un en avant de l'autre. Donc là, il est en train d'avancer. Maintenant, il y a des bras. Il n'y a toujours pas d'oreille, il n'y a toujours pas de bouche pour parler, mais il avance protégé dans son armure. Et je l'ai appelé le guerrier. Je ne sais pas si vous, des fois, vous sentez que vous devez être un guerrier dans votre vie pour avancer. Mais finalement, ce guerrier-là m'a sauvé. Parce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui persistait malgré moi. Je disais, je vais continuer. Je suis allé en Europe en 1984. J'avais fini mes études universitaires et je voulais absolument continuer en art. Je dois aller en Europe parce que des diapositives et dans les livres, on n'apprend pas grand-chose des œuvres d'art. Il faut les voir en vrai. Je vois quelques personnes qui disent oui, c'est vrai. Quand j'ai vu les gravures de Rembrandt,
j'ai compris c'était quoi une gravure, c'est tellement sensuel. Les peintures de Picasso, de Van Gogh et tous les portraits là-bas, je suis revenu de l'Europe avec le portrait, ça va être ma façon. Et donc, j'ai commencé à faire des portraits des gens autour de moi. Je prenais des photos dans la rue, des photos des sans-abri. Il y avait quelque chose qui m'appelait avec ces gens-là. Je ne savais pas encore pourquoi, mais je compatissais avec eux autres. Et puis finalement, j'ai fait cette œuvre-ci. C'est une huile sur toile qui mesure à peu près 6 pieds par 9 pieds. Donc, 2 mètres par 3 mètres. Et vous constatez que finalement, c'est une scène de crime, quelque chose qui se passe. C'est mystérieux. Il y a quelqu'un à genoux qui est comme un couteau, qui est comme un symbole finalement, parce que c'est un couteau enflammé de lumière. Il y a comme une victime à moitié nue au sol. En arrière, il y a une salle de cinéma. Hein, c'est en plein centre-ville de la rue Sainte-Catherine. C'est l'annonce pour les gens qui sortent au cinéma voir des spectacles. Et finalement, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui marche. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va agir? Est-ce qu'il va intervenir? Est-ce qu'il va juste assister? En 1984, je commençais vraiment à sentir que la société ne me plaisait pas. Je voyais beaucoup de violence. Je me disais, ben, qu'est-ce qu'on peut faire de cette violence-là dans la société? Donc, finalement, mes œuvres d'art étaient devenues comme une question que je posais. Avec qui vous pouvez vous identifier dans cette peinture-là? Sûrement pas la victime, l'attaquant, non. Est-ce que vous êtes un des spectateurs ou la violence est tout simplement devenue une forme d'amusement? Ou vous êtes simplement celui qui se pose la question, qui n'ose pas bouger, mais qui observe? Le choix est très difficile. Et donc, j'ai continué en peinture. Et finalement, j'ai été accepté à Amsterdam, aux Pays-Bas, en Hollande. Et là, j'ai fait une maîtrise en beaux-arts. Ah, j'étais content en première année là-bas. Je me promenais en bicyclette à travers la ville, le long des canals. Je prenais des cafés croches. Ben, ça s'appelle Coffee Vekir, mais des cafés croches, parce qu'il y a trop de lait. C'était merveilleux, j'étais libre, enfin, la vie était... Alors là, je me suis promené, puis je dessinais les moulins que je voyais, je dessinais la ville, je faisais plein de trucs. Puis un jour, j'ai trouvé, dans les poubelles, ce petit théâtre de marionnettes, qui est une tradition plus européenne que nord-américaine. Mais c'est vraiment ce théâtre de marionnettes. Et puis, ça me faisait un peu mal au cœur. Je me disais, un théâtre de marionnettes comme ça dans les poubelles. Je suis allé voir, je suis allé l'inspecter. Là, j'ai vu que non seulement c'est un théâtre de marionnettes, mais que les côtés étaient faits à partir de recyclés d'un lit pour bébé, avec les barrières pour le protéger. Fait que là, j'imaginais le papa qui a transformé le petit lit pour bébé, parce que ses enfants grandissaient, qui a créé ce théâtre de marionnettes-là et qui faisait comme ça des spectacles pour ses enfants. Je trouvais qu'il y avait tellement d'amour dans cet objet-là, mais qui maintenant est à la poubelle. Alors, pour moi, je l'ai sauvé, je l'ai ramené dans mon atelier et j'ai fait ce qu'on appelle une installation. Donc, en peinture, il y a des peintures, sculptures, dessins, puis maintenant, installation, une nouvelle forme de sculpture avec des objets trouvés ou mélangés. Je l'ai exposé plusieurs fois, et cette fois-ci, c'était exposé dans une ancienne caserne militaire où l'armée était forcée, hein, quand tu étais à l'école à ce temps-là. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris, et je l'ai installé comme un petit enfant qui se cache.
Hein, il est dans un coin, puis il essaie de s'enfuir. Il est comme dans le noir. Et puis là, il y a 4 grosses lampes. Pour ceux qui font de la photo, c'est des lampes tungstène, des lampes super aveuglantes. Donc, finalement, c'est comme, il est comme terrassé par ces lampes-là qu'il l'encercle maintenant. Mais à l'intérieur du terre de marionnette, j'avais mis un petit enregistrement. Et l'enregistrement, c'était on appelle ça de l'or de barbarie. Donc, dans les rues d'Amsterdam, il y a des gros orgues, et puis là, les gens, ils tournent la roulette, et là, ça fait de la musique. Et finalement, on arrive proche de l'installation, et plus on se rapproche, on entend l'orgue de barbarie. Pour moi, c'était l'idée que les souvenirs d'enfants étaient encore. On ne les voyait plus, mais c'était précieux. Et c'est quand on prête attention à soi, aux choses les plus fragiles et précieuses qui sont toujours là à l'intérieur de nous et qu'on peut les faire ressurgir. Donc, les lampes, finalement, étaient devenues comme les lampes de la awareness, de prendre conscience de ces souvenirs-là, qui étaient précieux, qui étaient cachés. Mes professeurs, ils n'étaient pas trop d'accord. Et puis, ils m'ont mis à la porte. Alors, sur un programme de 3 ans d'études, dès ma première année, j'étais mis à l'extérieur de l'académie. Il était venu me voir, il dit, oh là là, tu travailles fort, tu fais des peintures, tu fais des sculptures, tu fais des dessins, tu n'arrêtes pas de produire. Wow! Mais nous, on ne comprend pas ce que tu fais. Donc, tu es confus. Pardon? Ça a été dur pour moi d'entendre ça. Finalement, je me suis battu. Je suis allé voir d'autres départements. Ils m'ont mis à la porte, mais un autre département m'a sauvé. Donc là, je n'étais plus en peinture, j'étais rendu dans ce qu'on appelle graphique, qui était le département un peu fourre-tout de l'académie. Hein? Parce que dans ce temps-là, en Europe, les traditions, c'est très important. Hein? Peinture, sculpture, dessin. Quand on fait des trucs comme ça, c'est quoi qu'on fait? En tout cas, donc j'ai été sauvé. Et puis là, ça allait tellement bien que j'ai produit. J'ai même eu une exposition dans une galerie à Amsterdam. J'avais mon atelier. Tout allait absolument merveilleux. Enfin, je me sentais libre comme l'air, libre comme l'oiseau. Oui, absolument. Ah, on se comprend, c'est tellement bon. Alors là, je suis allé prendre un cours de yoga. Ah, ça tombe bien, c'est un cours de yoga qu'on a eu ce matin. Un ami m'invitait toujours qui était professeur. Cet ami-là, professeur, était tellement bon à yoga, c'était comme des nœuds d'un marin dans une corde. Les positions qu'il prenait, juste à le regarder, ça me faisait mal. Mais bon, fait que j'ai fait le cours. Après 1 heure, j'étais comme dans une béatitude comme je ne l'ai jamais connue. Et puis là, soudainement, il y a des souvenirs qui m'ont apparu. Des souvenirs d'un énorme visage au-dessus de moi, une grosse bouche ouverte, et puis je donnais des coups de pied, des coups de main. J'avais des mains, des bras poitelés. J'entendais crier, j'ai entendu quelqu'un qui s'est fait frapper. Ça m'a fait mal. Je me suis retrouvé tout seul, je pleurais, je hurlais, et j'avais détruit le monde. C'était vraiment le sentiment que l'univers venait d'exploser. Voilà. J'ai détruit tout l'univers. Et je me suis réveillé de cette session de yoga-là. C'est quoi ça? Est-ce que c'est un souvenir? C'est trop précis, c'est trop bizarre. Et donc, j'ai commencé à regarder qu'est-ce que ça pouvait dire.
Et puis là, de retour au Canada, je suis allé voir maman. J'ai dit, écoute, maman, parce que je me souvenais de la photo où j'ai perdu mon sourire. J'ai dit, maman, tu sais, j'avais un beau sourire avant, puis regarde, j'ai plus de sourire à partir d'un moment donné. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose quand j'étais ici? Pourquoi tu me demandes ça? Elle dit, ben, parce que j'ai comme un souvenir en yoga. C'est très bizarre. Puis elle me dit, oh oui, oui, c'est vrai. On avait une cousine, hein, une de tes cousines qui était venue, 4 enfants, c'était difficile, puis elle prenait soin de tous les garçons. Puis un jour, pendant qu'elle te donnait ton bec, ben, je l'ai attrapée, elle était en train de te masturber. Puis, fait que là, moi, j'ai crié après, puis je l'ai tapé, puis le lendemain, voilà, sacré dehors de la maison. Puis voilà, c'est tout. Juste ça. La façon qu'elle comptait, c'est comme, ça n'a aucune importance, hein, c'est arrivé juste comme ça. Fait qu'après, ben, ça ne doit pas être bien important, hein, parce que maman a dit que ce n'est pas important. Fait que je suis allé à la librairie. Puis là, j'ai commencé à regarder des livres, juste le titre des livres sur attouchement en enfance, ou je ne sais pas quoi. Puis j'en ai trouvé un, c'est le Courage to Heal, qui était sur l'abus sexuel. Je ne connaissais pas ça, ce mot-là. Le mot abus sexuel, c'est quoi cette affaire-là? Je n'avais jamais entendu parler de ça. J'ai pris le livre, puis j'ai commencé à le lire. C'était un choc. Chaque page décrivait ce que je vivais. La solitude, le doute, la haine de moi-même, la sexualité qui est toute affreuse, qui me fait peur, les pensées suicidaires. Tout ce que disait le livre était ma vie. Autant Félix Leclerc racontait qu'on traversait la rue pour rencontrer des gens, autant ce livre-là, c'était comme ma vie, enfin, elle a un sens. Je comprends pourquoi je suis seul, je comprends pourquoi je souffre. Autant j'avais envie de crier, autant j'étais content parce que pour une fois, j'avais une clé pour changer ma vie. Puis plus je lisais, plus je m'identifiais, puis je me dis, ben moi au moins je suis chanceux, parce que moi c'est confirmé. Combien d'enfants ont le doute, ont le sentiment qu'il s'est passé quelque chose, mais après, la famille, elle est dans le déni complètement. C'est la victime qui se fait accuser finalement. Mais moi, par hasard, maman m'avait confirmé que c'était arrivé. Autant ma sculpture de victoire, autant ma sculpture du guerrier, ben là, mon art, j'ai commencé à faire des œuvres d'art sur le sujet de l'abus. Et dans une des installations, j'ai pris une petite bassinette pour enfants. Puis j'ai versé de l'alcool, puis les repas. Mais comme quoi que l'art était devenu ma façon d'exprimer ce que je ressentais. Je continuais le travail par moi-même. Les études étaient finies, puis je suis devenu professeur d'art. Professeur d'art dans les musées, j'adorais ça. J'adore travailler avec les grands, comme vous. Vous êtes les grands. Les grands, les moyens, les petits, de tous les pays du monde. Mais ce que j'aimais de plus, en plus, c'était les gens avec des besoins particuliers. Je ne sais pas pourquoi, hein? Dans l'art, je photographiais des sans-abri, je faisais des peintures des sans-abri pour leur rendre honneur. Puis au musée, quand c'était des groupes de l'itinéraire, par exemple.
Je suis un peu. Merci. C'est bon. Donc, et j'ai fait ça durant 20 ans, dans différents musées à Montréal. J'adorais ça, mais j'ai eu un nouveau patron. Oh, oh. Est-ce que vous avez déjà eu un nouveau patron? Oh. Et ce nouveau patron-là, malheureusement, avait été engagé par le plus grand patron pour couper le budget de moitié. C'est pour ça que sa job était là. Donc, il est venu me voir, puis il me dit, « Oh, Guy! » Moi, je n'aime pas vraiment qu'il m'appelle toujours par mon petit premier nom, sympathique. « Oh, Guy! T'as tellement l'air fatigué! Hein? Tu travailles fort, hein? Guy? Didou? » Et puis là, il dit, je vais te donner une bonne job de bureau. Hein? Comme ça, tu pourrais être assis toute la journée pour faire des plans de cours. Mais moi, pour ça, c'était comme un arrêt de mort. Moi, c'est le contact avec le public que j'aime. C'est d'être avec les gens, c'est d'aider les gens. Fait que là, c'était comme, qu'est-ce que je fais? Il n'arrêtait pas de mettre la pression pour ça. Et là, mon papa est décédé. Puis quand il est décédé, je me suis dit, qu'est-ce que moi je suis en train de faire de ma vie? J'ai mon nouveau boss qui est là, qui veut me faire enlever ce qui est le plus important dans ma vie. Papa, qui était un médecin, qui était aimé par ses patients, qui a travaillé avec passion toute sa vie, c'est un modèle. Puis moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Fait que pour papa, il dit, OK, papa, je vais faire comme ça. Et j'ai quitté le musée. J'ai fait quelque chose pour moi, pour la première fois. Je vais devenir conférencier. Hein, parce que j'enseignais depuis 20 ans, je donnais des conférences sur l'art, sur la musique. Puis ça allait bien. Mais quelques semaines, quelques mois après, là, il y a le bon garçon. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, les bonnes filles et les bons garçons. Hein? Ceux qui veulent toujours faire plaisir à papa, à maman, qui ne font pas de bruit, qui sont très sympathiques, qui ne font pas de problème, qui plient le linge, qui rangent la vaisselle, qui rendent service, parce que si tu ne rends pas service, vous connaissez, oui, vous connaissez celui-là, le bon garçon, la bonne fille. Alors là, le bon garçon en moi, il a paniqué. Qu'est-ce que tu viens faire? Oh, t'as quitté ta job. Comment oses-tu? Comment oses-tu penser à toi? Ah, t'es un irresponsable. Il criait tellement fort que la nuit, je dormais. Je faisais des crises d'angoisse, je me réveillais en plein milieu de la nuit, comme ça. J'étais blanc comme un blanc. Ça a duré des semaines et des semaines. Je suis allé voir le médecin voulait me donner des anti-diurétiques, je ne sais pas quoi, je ne voulais pas. Fait qu'en dernier recours, j'ai une idée saugrenue, une idée folle. Je me dis, il y a des gens qui se retrouvent ensemble pour rire. Voyons donc, des gens qui se retrouvent pour rire, ils appellent ça du yoga de rire. Ah, c'est quoi cette chose? J'ai toujours eu peur de me retrouver avec les gens, mais là, c'était comme, OK, ben, je suis au bout du rouleau. Fait que je suis allé à ma première séance de yoga du rire. Et ça, c'était une séance où on joue comme un enfant. On saute, on court, on rigole. Je suis sorti de là. J'ai dit, je vais devenir professeur de yoga du rire.
Voilà, c'est ma vocation. Et cette soirée-là, j'ai dormi, j'ai ronflé, les voisins ont tapé sur le mur. J'ai tellement bien dormi. Et quelques semaines après, je suis devenu professeur diplômé de yoga du rire. L'univers venait de m'appeler et je répondais. Alors, j'utilisais le rire dans mes conférences. Je voyais comment le rire était bon pour moi. Et là, ici mon petit comique. J'ai fait une fin de semaine de clown. Pourquoi pas? Je me suis dit, le rire est tellement fun, je vais oser. Et ce que j'ai beaucoup appris dans la vie, c'est oser, oser, oser. Si on n'ose pas, on ne va pas grandir, on ne va pas apprendre des nouvelles choses. Donc, c'était 6 jours de rire comme ça. Et j'étais pas bon. Ah! La professeure, je ne dirais pas qu'elle me criait après, mais j'y arrivais pas. Je n'arrivais pas à faire le clown, je ne comprenais pas. Elle disait toujours, arrêtez de nous prendre pour des idiots. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Je ne comprenais pas. Arrêtez de faire le clown. Ah oui, mais c'est un cours de clown, je ne comprends pas. Alors là, au 6e jour, au dernier cours, je devais monter sur scène. Puis là, à l'intérieur de moi, je me suis dit, OK, je vais y aller. Puis si je suis un échec, je vais être le meilleur échec au monde. Le plus grand échec au monde. Fait que là, je suis allé sur la scène, j'avais peur. Fait que là, j'ai commencé à jouer que j'avais peur. C'est tout. Je voulais me cacher, fait que j'allais faire que je voulais me cacher. Je voulais fuir, je voulais être tout petit. Et plus je faisais ce que je ressentais naturellement, plus les gens riaient. Et c'était une révélation que être soi-même, c'est tout ce que vous avez besoin. Arrêtez de faire le clown, arrêtez d'essayer d'impressionner le monde. Les gens ont applaudi et là, je me suis mis à pleurer. En acceptant d'être moi-même, tout simplement. De retour à la maison, c'était comme « Wow! Je vais écrire un livre sur les bienfaits du rire pour la santé. » C'est trop merveilleux. Alors, j'ai écrit à tous les gens qui avaient des écoles de yoga du rire à travers la planète. J'ai écrit en Inde à Dr Kataria, j'ai écrit au Canada, j'ai écrit aux États-Unis. Je dis, j'ai écrit un livre sur le yoga du rire, sur les bienfaits du rire. Est-ce que je peux faire une entrevue avec vous? Et là, ils ont accepté. C'était absolument merveilleux. Puis là, je me suis dit, ben là, il faut que j'écrive à Patch. Parce que lui, c'est vraiment, moi, je l'appelais le Gandhi du rire. Et donc, j'ai écrit. Il m'a répondu, il m'a dit, Guy, ce que tu as écrit, c'est absolument merveilleux. Mais moi, je ne peux pas venir te voir. T'es trop. Je suis occupé de voyage à travers le monde. Fait que toi, il faut que tu viennes me rencontrer au Guatemala. Wow! J'ai peur de l'avion, je ne sais pas parler espagnol, puis je ne suis pas un clown, puis il m'invite d'aller au Guatemala. Fait que j'ai osé, je suis allé voir une thérapeute, parce que là, c'était trop pour moi. Et en y parlant, elle m'a dit, ben, OK, tu m'as dit le pour, tu m'as dit le contre. Qu'est-ce que toi, tu veux? Hein? Moi? Qu'est-ce que toi, tu veux? Moi j'ai le droit de vouloir quelque chose. J'ai fait le silence, puis à l'intérieur de moi, c'était comme, je veux y aller. Et là, c'est sorti, je veux y aller, et j'y vais. Et du coup, quelques semaines plus tard, je me suis retrouvé au Guatemala à aller faire
des visites de clowns humanitaires dans les hôpitaux et les orphelinats. Alors ça, on met comme une vingtaine de clowns amateurs comme moi, hein, je n'ai jamais été clown. Et on se promène comme ça, le matin, on va voir un centre l'après-midi pour donner de l'amour. La première fois que je suis arrivé là-bas, j'avais peur. Je m'excuse si je dis toujours que j'ai peur, mais j'avais jamais fait ça de ma vie. Tous les clowns étaient descendus du bus, puis moi, j'étais là à l'intérieur, puis je ne voulais pas sortir. Et bien là, j'ai fait tout le voyage. Qu'est-ce que je fais? Je me sentais vraiment comme m'effondrer. Puis là, j'entendais les voix des enfants qui jouaient et qui riaient. J'ai pris un grand respire, j'ai mis mon nez de clown, puis finalement, je suis sorti de l'autobus. En sortant de l'autobus, je voyais un petit garçon handicapé qui pouvait à peine bouger, mais dès que mes yeux ont vu ses yeux et qu'il m'a vu, soudainement, toutes mes peurs sont parties et j'ai commencé à jouer pour lui. Donc, ce n'était pas pour moi, j'étais là, mais c'était pour lui. Et c'était de la magie d'être là pour une autre personne. Ensuite, on est allé à un orphelinat. Et dans l'orphelinat, il y avait 200 enfants comme ça qui couraient à gauche et à droite dans tous les sens. Et parmi ça, il y avait une petite fille qui, elle, soudainement, c'est comme si elle m'avait adopté. Elle était toujours à côté de moi, qu'on jouait ensemble, puis elle était devenue ma petite assistante, Yorbelli. Et là, pendant qu'on jouait, à un moment donné, la cloche de la récréation venait de sonner, parce que c'était le temps d'aller manger. Elle s'est collée sur moi, puis elle s'est mise à pleurer, parce qu'elle ne voulait pas partir. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai versé doucement, en essayant de la rassurer, puis là, j'ai dit, ben écoute, là, l'assistante est arrivée, puis elle a expliqué que c'était juste le break pour le lunch. Donc là, finalement, elle a séché ses larmes, je l'ai mis par terre, elle est repartie rejoindre ses amis. Elle se retournait toujours pour me dire. Puis là, elle est rentrée dans la cafétéria, puis dès qu'elle est disparue, j'ai senti comme un poids sur mon cœur. C'était cette petite fille-là, c'est ici sa maison. Moi, quand le voyage est fini, je retourne au Canada, je vais retrouver mes amis, mais elle, ça s'arrête là, sa vie. Elle est abandonnée ici. Et avec ces sentiments-là, c'est comme il y a un gouffre qui s'est ouvert. Et je me sentais comme disparaître dans ce gouffre de tristesse, ce gouffre de douleur-là pour cette petite fille-là. J'existais plus. C'était vraiment comme la tristesse trop profonde. Puis en tombant dans ce gouffre-là, soudainement, il y a une pensée qui est venue. Qui dit, ben, Yorbali, peut-être, je ne peux pas changer ta vie, mais pendant que moi, je suis ici pour toi, je vais te donner tout l'amour que j'ai. Tout l'amour que moi, je n'ai jamais reçu, je vais tout donner ce que j'ai. Et en disant ça, mon cœur s'est ouvert. C'est comme une lumière est sortie et ça m'a sorti du gouffre. Et là, je suis devenu un clown d'amour. Un clown pour donner de l'amour aux gens. Et on s'est retrouvés, on a dansé et c'était absolument merveilleux. Le soir, quand je suis retourné avec les amis, je parlais de l'expérience avec mes collègues, puis il dit, ben, tu sais, Guy, ce que tu as découvert aujourd'hui, c'est la compassion. Maintenant, c'est le temps de te donner la compassion à toi-même.
ce que je ne connaissais pas. Au Pérou, c'était différent parce que cette fois-ci, on était allé dans le village où les enfants habitaient. Et dans ce village-là, vous voyez, c'est sur des pilotis parce que c'est inondé constamment. À un moment donné, il y a eu un orage énorme. Et là, tout est devenu de la bouette partout, 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 partout. Mais au lieu que les enfants d'aller se protéger de la pluie, c'est le contraire. Ils sont allés se jeter directement dans la boîte. Et là, ils ont commencé à faire quelque chose que moi, je connaissais au Québec, qui est comme ça. Ils ont commencé à faire des anges de boue dans la boue. Comment transformer un environnement de douleur et de souffrance en joie? C'était merveilleux. Et pendant qu'ils faisaient ça, je voyais que tout autour, il y avait plein de petites familles, des enfants, des garçons de 8 ans avec des petites filles de 6 ans, des frères et sœurs. Ils se tenaient tous par la main, puis il y avait comme un bébé dans les bras. Il y avait tellement d'amour dans chaque petite famille. Puis moi, j'ai enseigné dans les musées, puis j'ai vu que les enfants étaient éteints. Il n'y avait pas de lumière dans leurs yeux. Puis pourtant, les enfants au musée, ils ont leur maison, ils ont leur famille, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils sont éteints. Tandis que eux, ils n'avaient rien. Et là, il y avait une lumière de l'amour. Et c'est là que je me suis dit, voici ce qu'est l'humanité quand elle n'est pas civilisée. Voici ce que nous sommes vraiment, chacun de nous, quand on est connecté avec notre vraie nature intérieure et notre nature d'amour. Et c'est ça que je vais vouloir parler dans la deuxième partie. En Inde, j'ai commencé à faire le clown par moi-même. Je n'appellerais même plus ça le clown, j'avais plus le nez. Et là, c'était une mendiante dans la rue avec la lèpre. J'avais appris que la lèpre, ce n'était pas contagieux. Et donc, je me suis assis avec cette dame-là. Et puis, je l'ai cajolée. J'ai chanté des chansons. J'ai tenu par la main. J'ai prié avec elle. Je me disais, c'est quand la dernière fois que cette personne-là a été touchée avec amour? Et c'est quand on est connecté avec notre vraie nature intérieure que l'amour sort de nous et se rend tout autour de nous. Et c'est ça que je vais parler dans la deuxième partie de la conférence. Donc, je vais partager avec vous les 5 dimensions de l'être. Donc, je vous remercie beaucoup. On va prendre une petite pause de 5 minutes. J'ai mon livre ici pour ceux qui sont intéressés à savoir toute l'histoire. Et au retour, je vais vous raconter qu'est-ce que j'ai appris, les leçons qu'on peut mettre dans notre quotidien à travers les 5 dimensions de l'être. Je vous remercie beaucoup et puis on peut se parler autour de la table. Bon petit café. OK, bonjour, on a une petite demi-heure et après ça sera le petit repas, ça va tellement vite. So, merci encore, thank you everyone, c'est vraiment un plaisir d'être là pour vous. De l'expérience que j'ai vécue, de l'abus, mais de la guérison par moi-même, j'ai tiré ce que j'appellerais les 5 grandes leçons, les 5 dimensions de l'être. Et pourquoi c'est important pour moi de le partager avec vous? C'est parce que ces 5 dimensions-là, si on ne s'en occupe pas,
ben, c'est elles qui vont s'occuper de nous. La vie que vous vivez aujourd'hui est le résultat de ces 5 dimensions-là. Ce sont des outils. Donc, soit que vous les utilisiez selon vos désirs et vos besoins, ou sinon, ben, c'est eux qui vont se servir de vous sans que vous le sachiez. Alors, d'où vient ce concept-là? Pourquoi je suis arrivé avec ces 5 dimensions de l'être? Alors, je vais vous conter une histoire. Tout le monde fait « Ouh! » Allez-y. Au début des temps, faites encore « Ouh! » Encore plus « Ouh! » Voilà. Au début des temps, donc, l'univers est apparu. On ne sait pas de où, on ne sait pas de où, de quoi, mais il est là. Les animaux, les plantes, les planètes, les êtres humains, le soleil, les bananes. Oh, les bananes, les fraises et les bleuets, toutes les choses qui sont bonnes, mais je dis, tout l'univers est là en même temps. Et tout l'univers prend soin de l'humain. On n'a rien à y faire, hein, l'univers est là. Tout est interdépendant, tout arrive en même temps. C'est l'univers qui est là. Et nous, on se promène dans cet univers-là. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous voyez des grandes plantes? Est-ce que vous voyez les nuages et le ciel bleu? Ça, c'est l'univers. Ça, c'est notre première dimension. Et un jour, vous vous promenez, vous, il y a peut-être des milliers d'années, et là, dans un lac, vous voyez votre réflexion. Oh! Qui est-ce qui est là? Soudainement, vous prenez conscience qu'il y a l'univers, mais il n'y a pas juste l'univers. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'univers? Il y a toi. Wow! Il y a l'univers. Et puis, j'existe, je suis là. Qu'est-ce que je suis? Je suis une âme dans cet univers-là. Donc, au début, il y avait juste l'univers. Puis là, soudainement, il y a des âmes. Puis là, aujourd'hui, il y a à peu près une douzaine d'âmes avec nous qui sont là, qui se prennent du café là-bas. Jocelyn, puis mon âme qui se prend du café. Mira, une autre âme qui se promène. Voilà. On est tous des âmes, c'est merveilleux. Et puis là, c'est comme, ben, les religions arrivent, puis là, ils disent, ah, tu as une âme. Maintenant, il y a une raison pourquoi tu existes. Hein? Une âme, on est là, tout ça. Donc, au début, il y avait l'univers, et puis là, il y a des âmes. Chacun de nous, elle est là. Le temps avance, et finalement, on arrive au siècle des Lumières. Est-ce que vous savez c'est quoi le siècle des Lumières? Un petit peu comme ça. Un petit peu comme ça. On est en Europe. Hein? Et puis, les Arabes, déjà, avaient découvert les mathématiques. Merci, les chers amis. On a découvert la science. Hein? Donc, à peu près 500 ans, on a découvert qu'il y avait un microscope. Il y avait plein de trucs. On a découvert que la matière existe. On est devenus des scientifiques. Au début, c'était l'univers, on flottait. Après, on a eu les âmes, chacun de nous. Et puis là, soudainement, tiens, j'ai un corps. J'ai un corps qui existe, qui est là, qui est vrai. Puis, il y a la matière qui est là, il y a le sol, et puis on tourne autour du soleil. Donc, on vient de découvrir une troisième dimension. Il y avait l'univers, il y avait l'âme, puis soudainement, tu es là, tu as un corps, tu existes, tu es comme incarné dans cet univers-là. Ça, c'était comme la troisième dimension. Quelques siècles plus tard, il y a eu Roméo et Juliette. Tout le monde fait « Ah! » Encore Roméo et Juliette. Ah! On découvre les émotions. On découvre l'amour, mais on découvre aussi le patriotisme. Puis Freud découvre qu'il y a des passions, tout ça.
Fait qu'au début, il y avait l'univers. Après, qu'est-ce qu'on a eu? L'âme. Puis après l'âme, qu'est-ce qu'on a découvert? La matière, notre corps. Et puis là, on découvre notre cœur, nos émotions, notre passion. Et puis, finalement, on est arrivé à notre siècle avec l'informatique, avec les connaissances. Et là, on est rendu dans notre tête. On est presque rendu à quitter notre corps. Hein? Maintenant, c'est quoi qu'ils sont en train d'inventer? L'intelligence artificielle. Hein? Maintenant, on ne veut plus de corps. On ne veut plus rien de tout ça. Donc, la 5e dimension, c'est notre tête. Alors, nos 5 dimensions, qui sont très importantes pour nous, l'univers, l'âme, le corps, le cœur et la tête avec les pensées. Chacune de ces dimensions-là a une importance dans notre vie et va contrôler votre vie à moins que vous la connaissiez. La difficulté avec ça, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans notre tête. C'est normal parce que c'est la dimension la plus récente qu'on a découverte. On faut toujours avoir raison. Chacun a notre histoire. Martin Luther King, vous connaissez Martin Luther King? C'est quoi sa phrase mythique qu'il dit? Oups! I have, tout le monde, I have a dream. I have a dream. Martin Luther King a dit I have a dream. Il n'a pas dit I have a plan. Il n'a pas dit j'ai un plan. Parce que c'est les dictateurs qui ont des plans. Exact. Merci. Tu comprends ça? Ah, merci Ursula. I have a dream, c'est basé notre vie sur les 5 dimensions de l'être. I have a plan, les dictateurs, c'est basé sur la pensée. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important de savoir la différence. Quand on a un plan dans la tête, quand c'est la tête qui mène, bien, premièrement, on veut toujours avoir raison. Hein? La tête, si on ne s'en occupe pas, elle a une fonction. Notre tête, c'est elle prend tout le passé, puis elle donne un sens. Ça, il n'y a rien à y faire. Si tu ne t'occupes pas de ta tête, elle va donner un sens à ta vie. Elle regarde tout ton passé. Alors, par exemple, un père qui est alcoolique, qui a 3 enfants. Il y en a un qui devient alcoolique, il va dire « Qu'est-ce que tu veux? C'est pas de ma faute. Mon père est alcoolique. Je suis devenu alcoolique. As-tu raison? Oui, parce que son histoire a du sens. L'autre fils va dire « Moi, je n'ai jamais touché à une goutte d'alcool dans ma vie. Parce que mon père est un alcoolique. Puis je n'ai jamais voulu être comme lui. Est-ce qu'il a raison? Oui. Puis le 3e fils, il dit, ben, moi, quand je sors, je prends une petite bière parce que ça me fait plaisir. Mon père était super fin, mais des fois, il était peut-être un peu violent avec l'alcool. Ça ne marchait pas. Fait que j'ai appris de lui que tout simplement, on est libre de choisir. Donc, moi, j'ai choisi. C'est qui a raison dans les 3? Les 3 ont raison. Pourquoi? Parce que ta tête a toujours raison. Vous avez, quoi que vous contez comme histoire, vous avez toujours raison. Parce que ça, la tête, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est le but. Fait que si vous ne savez pas ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans la vie, vous allez avoir votre plan, vous allez avoir votre histoire, vous allez avoir toujours raison.
Quand tu as raison, les autres, ils ont. Merci. Les autres, ils ont tort. Le cœur, il s'occupe du futur. La tête, elle s'occupe de quoi? Du passé. Elle prend tout ça, là, elle le met dans le blender, ping, sort une histoire. Le cœur s'occupe du futur. Parce que le cœur, il va choisir pour la continuité. Tu es là, tu es en vie. Tu veux continuer de vivre. Hein? Tu prends un microbe, tu y mets une graine de bouffe puis une graine de poison. D'après vous, il va aller dans quelle direction? Oui, dans la direction de la bouffe. Est-ce qu'il y a un cerveau, le microbe? Non. Donc, le cœur sert à choisir. Vous allez toujours choisir selon ce que vous avez raison. Ah, ça devient vicieux, notre affaire. Là. Si tu vis selon ta tête, ton cœur va toujours choisir selon ton plan qui est là. Ton corps, lui, son seul but, c'est de survivre. Ton corps, il vit dans le moment. La tête, elle vit où? Dans le passé, merci. Le cœur, il vit où? Dans le futur. Le cœur est toujours occupé dans le futur. Est-ce que je veux, ce que je ne veux pas? Le corps, lui, il est dans le présent. Le cœur, dans le présent. Tu as ton plan. Hein? Donc, ton corps, tu ne l'écoutes pas. Non, non, tu vas fumer, tu vas boire, tu vas faire tout ça. C'est pas grave, ça, parce que tu as ton plan. Puis, il faut que ton plan, tu le réalises. Puis, pour le réaliser, tu vas passer à l'action selon ton plan. Tout ça, ça va ensemble. L'âme, ben, l'âme, c'est le plus vlimeux. C'est le plus... Parce qu'on manque de mots, parce qu'on vit tellement dans notre tête. L'âme, c'est celui de notre valeur personnelle. Dans l'instant présent, est-ce que tu te sens que tu vaux quelque chose? Wow, grosse question, hein? Dans l'instant présent, est-ce que tu sens que tu ne vaux pas la peine, que tu vaux quelque chose? Hein? L'âme, c'est l'instant. Le corps, c'est le présent. Le cœur, c'est le futur et la tête, c'est le passé. Ta valeur. Donc, si tu vis selon ton plan, tu vas toujours choisir selon à ton avantage. Tu ne vas pas écouter ton corps parce qu'il faut que tu arrives. Puis, tu vas toujours chercher la validation des autres. Constamment. Et le cinquième, simplement, ben, l'univers, ça veut dire que toi, tu es responsable de tout. Si tu as ton plan, tout ce qui t'arrive, c'est de ta faute. Et ça doit se passer comme c'est prévu dans ta tête. Puis si ça n'arrive pas comme c'est prévu, ben c'est de ta faute. Ou tu prends un gun puis tu tues le monde. Ou tu les censures ou tu les détruis. Ça, c'est quand on vit, c'est comme les vases communicants. Mais nous, c'est sûr qu'on ne veut pas ça. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on vit selon notre vraie nature? Notre vraie nature, qui sont les 5 dimensions, hein? On a commencé par quoi le premier? On est dans l'univers. On a trouvé notre âme. Puis de notre âme, on a découvert notre corps, notre cœur et notre pensée. Hein? On est merveilleux. Alors, quand on est I have a dream. I have a dream, c'est quand on est branché sur l'univers, c'est un nouveau mot que vous connaissez sûrement, c'est qu'on répond à l'appel de l'univers. On parle de la voix intérieure. Hein? Vous connaissez ce mot-là, la petite voix intérieure. Mais pour moi, la voix intérieure n'existe pas. Il y a la voix, sauf qu'on ne l'écoute tellement pas qu'on est obligé de l'appeler la voix intérieure. Mais en soi, il n'y en a pas de voix intérieure. Il y a la voix, simplement. Il y a la voix de l'existence qui t'appelle. La voix
Puis après, je vais finir en disant comment on fait pour retrouver tout ça. Comment on fait pour se débarrasser de son plan, puis comment retrouver notre voix. Donc, on pourrait l'appeler la voix intérieure, mais c'est de ta voix qu'on appelle de l'univers, tu vas trouver ta mission de vie. Tu vas trouver pourquoi tu existes. Tu n'as pas besoin d'être validé parce que tu sais pourquoi tu existes. Tu es là pour une raison absolument fantastique et merveilleuse. Donc, tu n'as pas besoin de validation parce qu'à chaque moment, tu suis l'appel. L'appel te donne ta mission. Et ta mission, avec ton corps, va te donner le service que tu vas faire. Lucie, ces temps-ci, a fait des biscuits et a fait des muffins. Pour ses collègues, ça a tombé de même. Mais il y a une lumière quand on m'en parle. On ne sait jamais. Mais quand on est connecté à l'univers, quand on répond à l'appel, on trouve notre mission. Et de notre mission, on trouve le service que l'on rend. Service est un gros mot. Et du service, on va vivre avec passion notre rêve. Le rêve que chacun a. Donc, moi qui ai vécu l'abus, qui pour moi n'a aucune importance, parce que le passé n'a aucune importance. Quoi que ce soit que vous avez vécu, et ça choque beaucoup de monde, n'a aucune importance. Le passé, c'est juste une histoire. Quand vous êtes connecté à l'univers, vous voyez que le passé, c'est juste une histoire. Comment on fait? On va finir avec ça parce qu'on va voir s'il y a du temps pour discuter entre nous ou même avec le petit repas. Alors, là, tout à l'heure, on a, comment dire, vous avez bien fait. On est rentré dans l'univers, hein, c'est merveilleux, c'est fantastique. Là, on va faire un mini-exercice, tout simple. Rien de personnel, je veux que vous respirez. Mais Guy, je respire déjà. Oui, oui, je sais, vous n'êtes pas mort. Respirez. Une chance. Mais, juste fermez les yeux un petit peu. C'est juste comme on respire. On laisse aller. Comme un petit respire. Puis on laisse aller. Une dernière fois. Un petit respire. Puis on laisse aller. Merci. Juste ça, je suis sûr que ça fait une mini-différence. Et dans les 5 dimensions de l'être, c'est exactement ça qu'il faut faire, tout simplement. On respire. Respire, ça veut dire qu'on se nourrit. Quand on respire, on se nourrit. C'est ça qu'on fait, on prend de l'énergie. Puis quand on expire, ben on sort les vidanges. La respiration, c'est aussi simple que ça. On se nourrit, puis on sort les vidanges. On se nourrit, dites-les avec moi. On se nourrit et sort les vidanges. Tout le monde. On se nourrit, sort les vidanges. Une dernière fois. On se nourrit. Voilà. Qu'est-ce qui arriverait si vous ne sortirez pas les vidanges? Je ne veux même pas le savoir. On va exploser l'odeur qu'il y aura dans la maison. Oh, non, vraiment. Mais à l'inverse, qu'est-ce qui arrive si on fait juste inspirer, inspirer, puis se nourrir, puis se nourrir, puis se nourrir? On va exploser aussi. Hein? C'est la même chose. Donc, la recette, c'est autant in, on respire, on se nourrit, que out, on laisse aller. Donc, dans les 5 dimensions, je suis aussi coach personnel, je veux dire, je ne fais pas une pub, là,
Mais je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de recette ultime. Fait que quand je parle des 5, quand je travaille avec chaque personne, c'est la personne qui me dit c'est lequel des 5 terrains qu'on travaille en premier. C'est pas moi. Des fois, ça peut être, on commence par la tête, des fois, on commence par le corps, l'esprit ou l'univers. Il n'y a pas de recette, mais c'est les 5 terrains sur lesquels on va travailler. C'est juste ça que je veux dire. Et sur les 5, c'est ça. Alors, dans la tête, on va commencer par sortir les poubelles, parce que probablement, on n'est pas très bon à sortir les poubelles. Alors, d'après vous, sortez les poubelles par rapport au passé. Un mot qui commence par PA. R. Pardonner. Oh! Pour se libérer la tête, pour sortir les vidanges, on pardonne. Ne pas pardonner, c'est prendre du poison, le boire, en espérant que ça va faire mal à l'autre. C'est ça, ne pas pardonner. Donc, respirer, dans un pour la tête, ce qu'on laisse aller, c'est on pardonne tout, tout. Pardonner ne veut pas dire qu'on est d'accord. Ça, souvent, c'est ça que les gens ils mélangent. Quand tu pardonnes, ça ne veut pas dire que tu appuies ce que l'autre a fait ou a dit. Il faut oublier. Oh mon Dieu, oui, merci. Non, je suis content, j'aime ça, un cri du cœur. Oui, merci beaucoup. Puis on pourra en parler par rapport au dîner, tout ça, mais absolument, on oublie, on fait table rase, on veut revenir. Donc, avec la tête, on pardonne. Avec le cœur, qui est les émotions, regardez ma petite feuille, je suis tellement dans les émotions. On oublie toutes les attentes. Il ne faut plus juger. On oublie toutes les attentes parce que le cœur, c'est le futur. No expectations whatsoever. On laisse tomber toutes nos attentes de comment la vie devrait être. Parce que ça, c'est ton master plan. Hein? C'est ton plan qui dit comment la vie devrait être. Donc, dans la tête, qu'est-ce qu'on fait? Pardonne. Le cœur, c'est les attentes qu'on laisse aller. Alors, le corps, c'est le présent. Pour ça, c'est peut-être le plus difficile. C'est laisser aller le contrôle. Laisser aller les résultats. Tu dis, wow, Guy, ça commence à faire beaucoup. Oui, quand on n'a pas fait le ménage depuis des années, c'est vrai que ça fait beaucoup. Mais on commence petit morceau. Donc, on pardonne, on laisse tomber les attentes, on lâche le contrôle. Parce que, je sais pas, j'invente rien de nouveau. Hein. On parle toujours de let it go, let it go, let it go, 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 go. En tout cas, on dit de laisser aller, hein? On laisse aller. Sauf que pour moi, c'est très abstrait, ça. Mais quand on a les 5 dimensions, tu laisses aller, tu pardonnes, tes attentes, tu laisses aller le contrôle. Numéro 4, wow, tu laisses aller la validation. Ce que les autres ils pensent de toi, laisse aller tout ça. Imagine, puis être occupé de ça. Et le dernier, qui répond un peu à ton commentaire du cœur, qu'est-ce qui reste à laisser aller? Une fois que tu as laissé aller, tu as pardonné tes attentes, tu as laissé aller le contrôle, puis tu as laissé ta valeur, qu'est-ce qui reste à laisser aller? Soi-même. On n'existe plus. Le mot pardon est comme, pour moi, est pris comme dans la religion. Fait que c'est dommage, parce que c'est un outil, mais le pardon, c'est comme religieux. Et le mot sacrifice, c'est un peu la même chose. Mais la mère qui se sacrifie pour l'enfant qui est en danger, c'est pas un sacrifice.
hein, qui va sauver son enfant du feu ou d'un accident, quoi que ce soit. C'est pas un sacrifice, c'est quoi? C'est l'amour de l'autre qui est là. Donc ça, c'est les 5 choses qu'on laisse aller. La dernière étape, c'est de s'oublier. Hein? On n'est plus là, on n'existe plus, comme l'univers au tout début. Ça, c'est out. Le in, qu'est-ce qu'on pratique? Alors, puis je vais finir avec ça, je vais me dire, regarde son horloge, je parle de bien raison. C'est bon, merci beaucoup. Donc, juste avant de vous le dire, parce qu'après, il y en a qui disent, oui, mais Guy, c'est impossible à faire. Comment je peux faire ça? How can I do this? That's too much. How dare you? Non, c'est pas ça. C'est que vous connaissez peut-être la métaphore quand Bouddha te pointe la lune. Est-ce que tu regardes son doigt ou tu regardes la lune? Hein, ça, c'est la métaphore. Autrement dit, tout ce que je vous décris, les 5 dimensions, c'est comme mon étoile du Nord. Ça ne veut pas dire que je l'ai. Wow, oh God, Guy, t'es merveilleux, tu l'as accompli. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est ce que je vise à chaque seconde de ma vie. Si je l'atteins, je pense que je ne serai plus en vie si je l'atteins. Le but, ce n'est pas de l'atteindre, c'est de savoir dans quelle direction que je m'en vais. Alors, dans la tête, la poubelle, c'est de pardonner. Comment on se nourrit? C'est en écoutant. Écouter les autres, écoutant soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire accueillir. Oh, ça, c'est un mot qui est difficile. Accueillir l'autre. Accueillir l'autre, accepter ce que l'autre dit et le valoriser. Accueillir, accepter et valoriser. Ça ne veut pas dire être d'accord. C'est ça que les gens ils mélangent. Ça veut juste dire « Wow, t'es là! Ah, raconte-moi ta vie, c'est écœurant! Wow, tu vis ça! Ah, wow! Hey! Moi, je valorise tout ce que tu vis. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça veut dire que tu es là. Que dans mes yeux, tu es la chose la plus importante au monde. Je pratique ça. Avec le cœur, c'est être authentique. Le cœur, c'est aimer. Donc, je vais tout de suite lire les 5 mots. Donc, la tête, c'est écouter. Cœur, aimer. Avec le corps, c'est créer. Avec l'âme, c'est explorer. Explorer. Et avec l'univers, c'est jouer. Ah, pas jouer. Pourquoi c'est juste les enfants qui ont le droit de jouer? Ils ont compris, eux autres. Donc, écoutez en raccourci comment Guy vit sa vie des 5 dimensions. Écouter, aimer, créer, explorer et jouer. C'est ce que j'enseigne. Écouter, c'est valoriser, accepter et valoriser, accepter, accueillir. Aimer, attention, ça c'est. Après, on peut dire que c'est peut-être le plus difficile, c'est être authentique. Aimer, c'est être authentique. Imaginez avec votre chum, votre blonde, votre patron, votre collègue, si vous étiez être authentique et vous disiez la vérité à chaque fois. Ça fait peur, hein? Oui, parce que pourquoi? Parce que ta vie, elle changerait automatiquement. Parce que quand on vit selon notre plan, on n'est pas authentique. Alors, authentique intègre et vivre authentique intègre. Avec le corps, c'est écouter son instinct, son intuition. Mais on est tellement déconnecté de notre corps par rapport à, je ne sais pas moi, la cigarette ou la pollution ou la nourriture ou tout ça. Mira a préparé de la belle nourriture pour nous. Mon estomac, il fait du bruit. Je l'écoute. OK, il fait du bruit. Donc,
je vais terminer avec ça. C'est juste l'idée de, donc, notre corps, c'est de vraiment l'écouter. De se regarder dans le miroir et dire, ben, est-ce que je bouge? Est-ce que je bouge? Est-ce que je me tiens bien? Est-ce que je respire? Est-ce que je fume? Est-ce que je scie? Est-ce que je ça? Okay. Avec notre âme, oh, je regarde tellement dans l'émotion. Laisser aller l'opinion des autres, tout douter de sa valeur. Ben, avec l'âme, c'est qu'on est c'est la gratitude. Gratitude que la vie est un cadeau. Au lieu de chercher la validation des autres, tu es là et tu dis, waouh! Moi, je regarde le miroir, je regarde Mona puis Jocelyn qui sont en train de jaser. Puis je me dis, waouh, c'est incroyable, la vie est fantastique, c'est un cadeau d'être en vie, c'est vraiment un cadeau. Et l'univers, ben, comment on pratique l'univers? Ben, c'est jouer. Ça veut dire, je suis sûr que certains d'entre vous, je parlais de tes biscuits tout à l'heure ici, vous avez tous l'expérience d'avoir fait une activité où vous avez oublié le temps. Vous êtes surpris, ah, il fait déjà noir. Vous travaillez sur quelque chose, puis j'ai oublié de manger ou j'ai oublié d'aller me coucher. Là, ce moment-là d'expérience de vie qui est tellement magique, ben ça, on pratique d'en l'avoir de plus en plus avec nous. C'est ça, quand je parlais du sacrifice, c'est ce moment-là. Dans ce moment-là, quand tu n'existes plus, c'est parce que tu es dans la danse de la vie, on pourrait dire, tout simplement. Alors ça, c'est vraiment les 5 dimensions. On a parlé des poubelles à sortir, à rentrer. Puis juste pour terminer, donc, I have a dream, ça veut dire écoutez votre appel, la vie vous appelle. De votre appel, vous allez trouver votre mission de vie. De votre mission de vie, vous allez trouver le service que vous allez donner aux autres. Et tout à l'heure, quelqu'un me disait, « Ah, Guy, j'aime ça quand tu es sur le stage, parce que c'est pas nécessairement ce que tu racontes, mais c'est que tu es tellement présent. On se nourrit de ton énergie. » Ben, ça, c'est le service, ben, parce que moi, j'ai l'amour qui passe à travers moi, qui va vers vous. Parce que mon rêve, le rêve, c'est justement, c'est qu'on est tous des êtres absolument fantastiques. Et tout ça, ça se résume en une phrase, c'est que chacun de vous est un être magnifique, digne du cadeau de la vie. Merci. Thank you, Mr. Bernard, and happiness. I hope you all have enjoyed. My French is 5%, so how much I might have understood, you all can imagine. But yeah, it was good, I liked. And from the Vinesh Saxena Family Foundation, we give this gift to you. But as Mr. Bernard is related to yoga too, so that's why I am giving this to him too. Est-ce que these bref cards on the just to you? That's beautiful. Yeah. Thank you. Yeah. Wow. This I wore since 2010, every Saturday. I wore this shirt from 2010, not January, maybe June or July, every Saturday. And I will say that I had no problem selecting my clothing for that every Saturday because I knew I had to wear that only. So thanks very much. Actually, I did a mistake that
30th September was booked for Mr. Jasley Sanu. And I forgot, when I forgot, where I forgot, I don't know. 2-3 days ago, Mihaela said that Jasley will be there. And I found, yes, Jasley is here since yesterday, day before yesterday. So next week, we will do Jasley's presentation and it will be on podcast. So it will be used, I don't know very much about all those things. It will be used on future. So what is podcast that I will know and I don't know about some of you. As today I use the drone so that we keep on improving ourselves and keep on giving you all a better service. Thank you very, very much, everybody, for listening, coming in. And thanks to our technology team, their hard work. I came with the Jasley and I told, don't worry, you can eat there. Even if you don't take breakfast, it will be okay. And he came like that. Thank you. Thanks a lot. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Happy trail to you until you get. Come on. I trail. La 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 la. I'm singing in the rain. I'm there. Okay, merci tout le monde. Au revoir. Thank you. Yeter, Thank you. c'est pas